Écoutez, merci d'être toujours aussi nombreux, toujours aussi fidèles, même s'il y a eu un flottement sur l'horaire, puisqu'on avait prévu et demi, mais finalement c'est 2 heures, et c'est très bien certainement pour ceux qui sont en conférence Zoom. Bon, alors laissez-moi d'abord vous présenter. Mais il a disparu? Ah non, il est là. Marc-André Sellos, hein, donc, qui est professeur au Muséum d'histoire naturelle. Personnellement, moi, je vous conseille ce bouquin qui est remarquable. Je l'ai découvert il y a 1 an ou 2, je ne sais plus quand est-ce qu'il est paru, enfin très peu après sa parution. Bon, vous savez, bon, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je fais pas mal d'écologie. Normalement, c'est même mon métier. Moi, ça a bouleversé la place que j'avais dans ma tête sur les microbes et leur rôle dans le système. Hein, je travaille beaucoup avec comment dire, avec les médecins, donc forcément, c'est le pathogène qui sort. Bon, en tant qu'écologue, je savais bien que dans le sol, il y avait des choses qui se passaient et tout ça, mais là, ça remet les choses en place à tout le niveau d'organisation. Donc, tout naturaliste devrait avoir lu ce bouquin. Bon, clairement. Il est d'ailleurs en vente, j'ai pas de pourcentage, hein. Bon. Et je crois que tu vas pouvoir les dédicacer à la pause dans le stand de vente de Tout au fait au bout. Il y a d'autres bouquins parce que Marc est très prolixe, hein, en termes de livres, mais c'est des livres qu'il faut absolument lire parce que le monde microbien, on y reviendra, c'est quelque chose de très important en écologie. Marc, je vais te laisser la parole. Donc, tout compris avec la discussion, on a 1 heure. Comme ça. Bien, alors merci de cette invitation et je voudrais vous présenter des excuses de ne pas avoir été à même de venir hier, mais je suis vraiment content d'avoir pu être ici aujourd'hui. D'ailleurs, c'est l'occasion de voir plein de gens que j'apprécie et d'ailleurs aussi de regretter l'absence de quelques-uns qui ne sont pas là. Et je voudrais avoir une pensée plein d'affection pour Jean Valade qui nous manque sans doute autant qu'il nous a aidés à nous rassembler ici en fait. Alors, ouais, je vais vous parler des alliés des plantes qui sont en fait tellement discrets qu'on les a un peu méconnus et qu'il faut se pencher de très près pour arriver à les voir, mais qui néanmoins façonnent la plante. Mon premier point, ce sera d'explorer avec vous la façon dont des microbes du sol aident les plantes à explorer le sol. Alors, ce n'est pas une surprise pour ceux qui connaissent mes activités de recherche. Je vais vous parler de champignons qui s'associent aux racines des plantes et je voudrais vous rappeler pour vous montrer à quel point cette histoire-là est plus qu'une anecdote et plus qu'un petit point d'optimisation du fonctionnement des plantes, pour vous montrer à quel point Marc Dufumier avait raison de penser que les mycorhizes étaient quelque chose qui pourrait servir demain à l'agriculture. Je voudrais vous prendre l'exemple des pins. Les pins, chez nous, poussent partout, c'est même des arbres pionniers. Et quand les Européens sont arrivés en Amérique tropicale et en Afrique tropicale, où il n'y avait pas de pins, puisque l'aire de distribution de ce genre est dans l'hémisphère nord, ils ont voulu les introduire pour refaire les bateaux avec lesquels ils arrivaient et qui avaient subi les avanies de traversées assez longues. Le problème, c'est que quand on plante une graine de pin sous les tropiques à cette époque-là, elle ne pousse pas. Elle ne pousse pas. Et finalement, nos anciens qui étaient pragmatiques ont ramené des plantes en pot qui poussaient déjà, et ces plantules, ils les ont repiquées, et ça a marché car sans le savoir, ils ont introduit des champignons du sol, qui chez nous sont partout, et ne sont donc jamais limitants, mais qui sous les tropiques étaient absents, ce qui a révélé en creux qu'ils étaient nécessaires. C'est-à-dire qu'un pin ne se développe pas sans ces champignons. Alors vous les voyez très bien là, pour le coup, ça c'est une photo que vous verrez jamais en des racines dans des plantes, hein. Il y a plein de filaments de champignons dans le sol et puis on voit qu'ils s'associent aux racines. Ils s'associent en une structure où ils viennent ganser la racine des arbres et ça c'est quelque chose qui est général sur les arbres de nos régions tempérées. Il y a des filaments de champignons qui entourent la racine. Ils sont incolores, orange, noir, blanc, ils ajoutent leur couleur à celle de la racine. Ça se voit très bien quand on déterre des racines avec une loupe. Et pour le coup, on appelle ça une mycorhize, c'est-à-dire un organe mixte qui est fait à la fois de champignons et de tissus racinaires. Pour le coup, on parle même d'ectomycorhize dans ce cas particulier, parce que le champignon, vous voyez, fait vraiment une chaussette autour de la racine. Vous voyez les petits filaments du champignon qui viennent faire cette chaussette et qu'on voit en coupe ici. Ces filaments s'insèrent entre les cellules les plus externes de la racine. Les cellules de la racine, ce sont les grandes cellules blanches, n'est-ce pas, ici? Et puis au cœur de la racine, là, il n'y a plus que de la racine. Mais il n'empêche que ce qu'on appelle une mycorhize, c'est bel et bien un organe mixte. Réaliser que deux organismes que séparent des milliards d'années d'évolution sont capables de réaliser ensemble une structure, de se mélanger ensemble. Pourquoi? Alors, ces organismes, avant d'étudier le pourquoi, c'est en particulier les champignons qu'on trouve en forêt ou sous les arbres. Parce que les champignons en question ont aussi besoin des arbres. Truffes, amanites, bolets, cortinaires,
russules, lactaires, girolles. Et l'échange, en fait, est vraiment un échange réciproque de nutriments, ce qui fait que c'est vraiment, la mycorhize, un organe pour les deux. C'est un organe nutritif pour les deux partenaires. C'est là que le champignon reçoit de la plante des sucres et des vitamines, et qu'il amène à la plante de l'eau et des sels minéraux qu'il a collectés dans le sol. Et une fois de plus, les plantes, depuis des millions d'années et depuis qu'elles sont plantes, sont tellement accolées à des champignons qu'elles ont cessé de savoir, dans un sol ordinaire tout au moins, se nourrir seules. C'est le moment, sur ces mycorhizes des arbres des forêts tempérées, de vous parler de quelque chose qui qui rend cette visite à Saint-Brisson un peu spéciale. Moi, j'ai travaillé dans un dispositif à Breuil, juste à côté, un dispositif où j'ai fait ma thèse et où on avait planté, alors là je l'ai photographié il y a une quinzaine d'années, ma thèse est un peu plus ancienne que ça pour tout vous dire, mais il y a une quinzaine d'années ça ressemblait à ça, c'est des dispositifs où on a planté du Douglas, et du Douglas qui avait été, ou non, mycorhizé par un champignon qui avait été sélectionné par l'INRA pour améliorer la croissance du Douglas. Alors, on peut penser ce que l'on veut dans l'enracinement en Douglas. Néanmoins, il y a là quelque chose que je voudrais vous montrer, un des résultats de ma thèse, qui était que, vous voyez, une petite dizaine d'années après la transplantation de la pépinière, quand on compare les placeaux où les Douglas viennent d'un sol de pépinière qui a simplement été désinfecté, c'est-à-dire qu'on a nettoyé ce sol de pépinière, on a tué tout ce qu'il y avait dedans. Soit on ne l'a même pas désinfecté. Et donc, il y avait tous les champignons spontanés de la pépinière qui, d'emblée, se sont associés à ces arbres. Tandis que là, il a fallu qu'ils reviennent. Ça, c'est les témoins. Et puis, vous aviez un troisième type d'arbres, ceux qui ont été germés et élevés dans un sol qui avait été désinfecté, puis très inoculé par ce champignon-là, qui est un laccaire bicolore. Et donc, alors, ma thèse consistait à voir si le champignon avait survécu, et la réponse est que 10 ans après, il était toujours là. Mais surtout, regardez ces chiffres de croissance, là. Vous voyez très bien que les deux premiers traitements, la croissance se vaut, mais à tous les temps, les arbres inoculés par ce champignon bien choisi poussent mieux, et ils poussent, vous voyez, 10% de plus au moins en hauteur, et 10% de plus en hauteur, ça fait 60% de volume de bois en plus. Donc il y a là réellement un levier potentiel, même si aujourd'hui, avec des yeux qui ne sont pas les yeux des années 90, on a moins envie de l'utiliser pour le Douglas que pour autre chose, et ça se passait pas loin d'ici, où je venais régulièrement pendant ma thèse. Voilà. Donc 5% des plantes du globe, des arbres des régions tempérées surtout, forment des ectomycorhizes. Et arrivé là, vous allez me dire, cette histoire est sympathique, mais il n'y a pas que des arbres chez nous, et puis qu'est-ce qui se passe sur les arbres et les non-arbres des régions tropicales? Eh bien, le reste, la majeure partie des autres plantes, forment un autre type de mycorhize qui est, vous allez voir, beaucoup moins visible, mais qui est non moins important parce qu'il a le même rôle, simplement, ce n'est pas les mêmes champignons. Et d'ailleurs, du coup, les pins avaient bien du mal à trouver des partenaires sous les tropiques. Sous les tropiques, on a des endomycorhizes. Vous connaissez cette plante? C'est le maïs. Et vous voyez ici, c'est... Alors, non. Vous connaissez cette plante? C'est le... Et vous voyez ici, c'est... Non. Alors, vous connaissez cette plante? Et vous voyez, c'est... mycorhize, voilà. Alors, je reconnais que la plupart des racines qu'on a arrachées ressemblent à des racines, mais en fait, quand on regarde ça de très près, et quand on colore à l'intérieur avec des colorants appropriés avant de passer au microscope, on voit qu'il y a des filaments dans des racines parfaitement saines. Ces filaments passent entre les grandes cellules racinaires, vous voyez ici les grandes cellules racinaires, de façon un petit peu plus lâche que précédemment, et surtout, rentrent dans certaines cellules en se ramifiant finement et en faisant une expansion qu'on appelle un arbuscule, qui est en fait la zone d'échange entre les partenaires. Ici, vous voyez que le champignon est plus à l'intérieur des racines, il est même dans les cellules, et avec ces arbuscules, et donc on parle d'endomycorhize. Endo, ça veut dire dedans. Le champignon fait aussi des renflements vésiculaires où il stocke des grosses gouttelettes lipidiques, il met ses réserves dans la racine. Ça s'appelle des vésicules, mais ne vous leurrez pas, même si vous le voyez très peu en surface, le champignon sort quand même de la racine et va explorer le milieu, où il sporule, il fait ses spores à cet endroit-là. Et du coup, vous ne le voyez jamais en surface, parce que c'est des champignons qui sporulent sous terre, ils sont tout le temps à l'état microscopique et invisibles. Alors ces champignons s'appellent des gloméromycètes, peu importe leur nom, ils sont peu connus du grand public, mais vous voyez qu'on retrouve l'intérêt pour le développement de la plante sur cette expérience où l'ensemble des sols de ces pots ont été stérilisés, et 3 mois avant de faire cette photo, on a semé de l'oignon.
sur le sol stérilisé, ou sur le sol stérilisé où on a ensuite réintroduit des spores de ces champignons. Donc on a réinoculé des glomérulomycètes capables de faire des endomycorhizes. Vous voyez que ça, c'est de l'oignon de 3 mois, ça n'a pas de gueule. C'est pas une plante de 3 mois. Et donc on voit bien que le développement, là encore, repose sur le champignon. Et pour le coup, on retrouve la règle générale précédente qui est qu'il y a un échange de sucre, de produits de la photosynthèse, contre des produits collectés dans le sol. Bon, dans le cas précis des endomycorhizes, il semblerait qu'il y ait aussi des lipides qui passent de la plante vers le champignon, en plus des sucres, d'après les résultats les plus récents, mais ça ne change pas l'idée générale qui est que c'est une association nutritive qui est vitale pour les deux partenaires et qui est très ancienne. Je vous emmène maintenant il y a 400 millions d'années. Vous allez voir qu'en fait, les premières plantes terrestres avaient déjà contracté cette association. Et voilà, pris dans une roche qui a été très peu déformée, vous voyez, les tiges d'Aglaophyton, une plante qui vivait il y a 400 millions d'années. On la reconstitue comme ça, vous voyez, c'est des axes couchés qui se dressent, il n'y a pas de feuilles à l'époque, il n'y a pas de racines non plus, il y a des axes couchés qui parfois se redressent et portent des sporanges, c'est-à-dire sporules comme des fougères. Alors quand on voit ça, on se dit, bon, d'un côté c'est normal parce qu'effectivement ça, ce sont des descendants d'algues qui n'avaient pas de racines, donc c'est normal qu'il n'y ait pas de racines, mais d'un autre côté on se demande comment cet organisme sans racines est capable d'aller chercher des ressources dans le sol sur lequel il est simplement plaqué, et assez de ressources pour nourrir toute cette biomasse. Bon, ça fait que 30 cm d'eau, mais enfin, il faut quand même exploiter quelque chose dans le sol pour nourrir ça. Quand on regarde de très près des petites lames de roche, on voit qu'en réalité, la plante est si bien conservée que l'on voit ses cellules, y compris les cellules plus petites et allongées qui, au milieu, permettaient le transfert des sèves. Et puis, on voit très bien une cuticule qui entoure ces axes prostrés ou dressés qui indiquent que c'est bel et bien une plante terrestre. Et quand on zoome sur la zone qui est noire, vous voyez qu'il y a une zone intermédiaire assez bizarre qui est noire. On trouve dedans des filaments, renflés parfois en vésicules, et qui rentrent parfois dans les cellules en s'y ramifiant, en structure, pas si bien conservée que ça dans ce cas-là, et dans des cellules, vous voyez, qui sont encore très arrondies, donc vraiment gorgées d'eau au moment où ça se passe, et donc vivantes. En réalité, les ancêtres des gloméromycètes étaient déjà associés aux ancêtres des plantes, et c'est comme ça que les ancêtres des plantes exploitaient le sol. Les racines, c'est venu plus tard, et c'est d'abord venu comme une façon d'augmenter l'interaction avec les champignons, comme des quais d'accueil. Et aujourd'hui, il y a 10% des plantes qui se débrouillent avec leurs seules racines, mais il n'empêche que 90% des plantes, elles ont, quel que soit le champignon et la nature de l'organe formé, une mycorhize, et sont nourries par des champignons. Cela dit, ces mycorhizes n'opèrent pas qu'un rôle trophique. Elles ont aussi un rôle de protection. Alors, pour ça, donc, je vous emmène ici en forêt, et j'ai en forêt à la fois des arbres où j'ai des ectomycorhizes, où vous voyez très bien qu'il y a un manteau de champignons, donc là, le rôle de protection, il est clair. Mais j'ai aussi des petites plantes herbacées qui sont endomycorhizées. Et là, vous allez me dire, dans l'endomycorhize, il n'y a pas cet écran physique du champignon par rapport à l'extérieur. Alors, je vais vous montrer que néanmoins, alors ça va ressembler à un tour de magie, le champignon est capable de protéger la plante et qu'il la protège bien au-delà des racines. Je vous dis c'est un tour de magie parce que je vais prendre une lignée élite de tabac où tous les individus sont génétiquement identiques et je les élève avec ou sans mycorhize en mettant assez d'azote et de phosphate pour que la plante soit correctement nourrie dans tous les cas. Et ensuite, on va infecter les feuilles avec l'agent de la pourriture grise, un botrytis, et regarder la surface de feuilles endommagées. Et vous voyez qu'en répétant l'expérience souvent, et alors que les plants sont génétiquement identiques, les plants non mycorhizés ont une surface de feuilles abîmées qui est plus de 2 fois inférieure à celle des plants non mycorhizés. Alors même qu'une fois de plus, ces plants sont génétiquement identiques. Et quand on regarde l'expression des gènes de défense, je vous ai mis un exemple au tableau, on voit que c'est bien des gènes qui sont induits, car au début de la maladie, à 12 heures après l'infection, il n'y en a pratiquement pas qui s'expriment. Mais ces gènes de défense, ces molécules de défense qui sont produites par les gènes de défense, s'accumulent très vite et très fort quand c'est mycorhizé, alors que la réponse immunitaire est molle et lente quand c'est pas mycorhizé. C'est-à-dire qu'en réalité, la présence du champignon est non seulement par elle-même une protection, mais elle modifie aussi le fonctionnement du système immunitaire et elle fait que la plante est plus protégée avec le champignon que sans le champignon. Entendons-nous, ça c'est l'état normal, hein. Toutes les plantes sont mycorhizées. Mais en creux, le monstre non mycorhizé qu'on a élevé nous raconte qu'une partie de
l'efficacité du système immunitaire est allumée, induite par la présence du champignon mycorhizien. Bref, vous voyez que la défense contre les agressions du sol, mais aussi de l'air, elle passe par les mycorhizes. Mais il y a aussi la défense contre les agents toxiques du sol. Le sol n'est pas porteur que de bonnes nouvelles pour la plante. Par exemple, il y a du calcium, qui est quelque chose qui perturbe beaucoup la perméabilité des membranes des cellules et qui peut empêcher les cellules racinaires de retenir les nutriments qu'elles captent, ou plus exactement, qu'elles tiennent de leurs champignons. Alors, quand vous regardez ce diagramme, on a élevé des eucalyptus. L'eucalyptus est une espèce communément considérée comme calcicole, et on les élève avec ou sans calcaire, et avec ou sans mycorhize, dans toutes les permutations. Alors par exemple, en noir, ce sont les plants mycorhizés. Vous voyez que les plants mycorhizés en sol non calcaire ou en sol calcaire, ça pousse pratiquement aussi bien. Ça pousse un tout petit peu moins bien en présence de mycorhize. En présence de mycorhize, ça pousse un tout petit peu moins en présence de calcaire. Mais enfin, ce n'est pas très significatif. Et on sait très bien que les eucalyptus peuvent se planter sur calcaire. Alors je n'ai pas dit que c'était la chose à faire partout et en France. C'est un modèle d'étude, je ne suis pas en train de vanter la plantation d'eucalyptus, que ce soit clair. Maintenant, les courbes en grisé, là, sont des courbes où, pour le coup, il n'y a pas de mycorhize. Alors, quand il n'y a pas de mycorhize en sol non calcaire, vous voyez que les plants poussent 2 fois moins que quand il y a des mycorhizes en sol non calcaire. Oui, on le sait, les mycorhizes aident la plante à se nourrir, et sans mycorhizes, elle pousse moins bien. Ce n'est pas inattendu. Regardez maintenant ce qui se passe quand il n'y a pas de mycorhize et que le sol est calcaire. Ça pousse pratiquement pas. Ça pousse 10 fois moins que dans le même sol quand il y a des mycorhizes. En réalité, l'eucalyptus ne supporte pas le calcium. Et c'est le champignon qui, alors là c'est une ectomycorhize, donc à la fois par l'écran qu'il représente, et aussi en produisant de l'oxalate qui fait précipiter le calcium autour des filaments, sous la forme d'oxalate de calcium qui pour le coup n'est plus soluble, et du coup le calcium ne peut pas rentrer dans la plante. Mais entre un écran, un efflux actif, un rejet actif de calcium et la précipitation d'oxalate de calcium, et bien voilà. Voilà comment certaines plantes deviennent calcicoles avec leurs champignons, ce qu'elles ne sont pas par elles-mêmes, et c'est pas grave, car ça fait des millions d'années qu'elles sont accompagnées de champignons, et donc que la propriété soit dans la plante ou dans le champignon, normalement, le travail est fait. Donc, dans le portrait de la mycorhize, il y a aussi une protection réciproque des partenaires, et l'échange est très complexe. Aujourd'hui, alors d'abord, ça mérite un livre ou 2, peut-être 3 bientôt, enfin je ne sais pas, mais le dernier livre est un livre sur les sols, et pour ceux qui auront lu les 2 livres, ils verront qu'il y a quelques points communs sur quelques paragraphes, parce qu'il est question de cette façon dont les microbes du sol aident les plantes à se nourrir et à se défendre, et il n'y a pas que les mycorhizes. Mais je voudrais vous montrer à quel point cette logique, on lui a tordu le bras dans les formes d'agriculture conventionnelle. Voilà un sol dans lequel on a ajouté pas, un peu, beaucoup, très beaucoup de phosphate. En gros, ça c'est une dose de maraîchage et ça c'est une dose de grande culture. Vous voyez que le pourcentage de racines mycorhizées du trèfle va chuter avec la fertilité. Et c'est assez logique parce que plus le sol est riche, plus la plante peut prélever directement. Et donc vous avez des réactions physiologiques qui font que la plante cesse de nourrir le champignon si elle a assez de phosphate, ou d'ailleurs, dans d'autres expériences, si elle a assez d'azote. Et donc le fait d'amener des engrais minéraux en grande quantité et d'enrichir les sols, ça va diminuer l'interaction mycorhizienne. Dommage, parce qu'il y a aussi l'effet protecteur. Et donc vous aurez moins de mycorhizes, donc demain vous aurez plus besoin d'apports pour nourrir la plante et peut-être besoin de protection apportée par l'homme parce que la plante sera moins défendue parce que sa mycorhization sera réduite. Puis il y a aussi une chose qui est assez amusante, regardez la croissance de trèfle sans mycorhize ou avec mycorhize sur ces différents sols. Alors prenons sans mycorhize, vous voyez que plus on met de phosphate, plus ça pousse. Avec mycorhize, plus on met de phosphate, plus ça pousse. Bon, ça va. Sauf que quand il n'y a pas de phosphate et que je rajoute le champignon sur des plants non mycorhizés, ça grandit 45% mieux. Quand je rajoute un champignon sur une plante qui a beaucoup de phosphate, elle a beau essayer de se débarrasser du champignon, elle pousse moins. Un champignon qui fait qu'une plante pousse moins, j'appelle ça un parasite. Et en fait, l'effet de la fertilisation est de transformer des auxiliaires en parasites. Donc vous voyez qu'on a vraiment tordu le bras à cette logique complètement, et vous devinez au passage que demain, on ne pourra pas directement utiliser les mycorhizes sur les sols tels qu'ils sont, avec des fortes fertilités. Il y aura des itinéraires techniques
différent pour se ramener plutôt dans cette zone-là que dans celle-là. Nourri et défendu sous terre, oui, mais aussi défendu hors du sol. La plante, elle est habitée de microbes de la tête aux pieds. Et bien plus que vous d'ailleurs. Vous êtes habité de microbes dans vos cavités ou sur votre peau, mais les cellules de plantes sont légèrement délaminées entre elles, leurs parois ménagent des espaces par où passent des gaz, et ces espaces sont colonisés, par exemple, regardez en fluorescent ici, par des champignons qui vivent entre les cellules, sans les abîmer. Une plante saine contient jusqu'à une centaine, plutôt une vingtaine chez nous, une centaine d'espèces de champignons. Dans un gramme de cellules de feuilles, il y a 100 millions de bactéries. Donc en fait, une feuille, c'est un écosystème microbien, et ces microbes ont un rôle dans la protection de la feuille, non pas que ce soit de grands altruistes, mais pour eux, la feuille, c'est l'endroit où ils habitent et où ils se nourrissent. Et tout ce en quoi ils la préserve en fait leur habitat et leurs ressources. C'est une sorte de charité bien ordonnée. Alors, pour vous donner quand même une idée du fait que 100 millions de bactéries par gramme, c'est pas inattendu, imaginez que je sois une bactérie et que je regarde une feuille de peuplier à mon échelle. Vous voyez, une bactérie regarde une feuille de peuplier et Marc-André regarde l'équivalent pour une bactérie d'une feuille de peuplier. Eh bien, c'est tout ça. C'est Paris. Mais c'est un Paris avec une épaisseur en plus. C'est un Paris avec des immeubles de 500 à 1000 étages. Bon, bah vous êtes d'accord qu'on peut loger du Marc-André là-dedans, même si ça lui coûte cher. Le truc, c'est qu'effectivement, il y a énormément de place pour des bactéries vu leur taille. Une bactérie, c'est 10 fois plus petit qu'un champignon, hein, et pratiquement 100 fois plus petit qu'une cellule de plante. Donc, c'est pas étonnant ce nombre-là, et par contre, il est actif, et j'aimerais vous montrer un paroxysme de ça, qui est l'histoire d'une graminée que les Américains avaient sélectionnée dans les années 30, Kentucky 31, et qui pousse très bien, et dont l'objet, le but de cette sélection, c'était d'améliorer les pâtures de l'Ouest américain. Ils en ont semé partout, et effectivement, regardez, ça pousse mieux que les herbes habituelles. Si vous êtes éleveur, vous avez envie de vous mettre vos vaches là et pas là. Sauf que, rapidement, il s'est avéré que le bétail n'allait pas très bien. Il perd ses sabots, il perd sa queue, c'est-à-dire qu'en fait, il y a de la gangrène sèche, hein, le sang ne circule plus dans les extrémités. Les animaux ont des comportements bizarres, ils passent leur journée à essayer d'aller dans l'eau ou à rien foutre à l'ombre, et puis quand la nuit arrive, ils se mettent à manger. Enfin, il y a des comportements, des atteintes neurologiques assez inattendues, et puis de toute façon, ils vont pas très bien. Vous voyez que, outre ces problèmes, vous avez une réduction de croissance, vous faites moins de viande, vous avez plus d'avortements, donc vous faites moins de petits, et vous faites moins de lait. C'est une vraie catastrophe qui induit un manque à gagner énorme pour les agriculteurs, pour les éleveurs américains et australiens. Cette plante est toujours en vente pour les golfs de Green d'ailleurs, hein, mais elle est devenue invasive, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Elle pousse très bien et elle n'est pas bonne du tout, et d'ailleurs en fait c'est pour ça qu'elle pousse bien. Quand on colore les feuilles avec des colorants appropriés de cette plante, on découvre qu'il y a plein de champignons qui sécrètent des alcaloïdes toxiques, dont certains neurotropes, comme des composés proches du LSD, dont d'autres proches de l'ergotine ou l'ergotamine, que certains allergiques connaissent peut-être, qui sont des vasoconstricteurs. Là, vous commencez à comprendre ce qui se passe. En fait, c'est une plante hypertoxique que les herbivores évitent, mais évidemment qu'elle se développe bien. Elle est moins mangée que ses voisines, qui sont donc rendues moins compétitives par sa présence. Si on n'a pas vu le champignon, c'est que jamais il ne sporule, jamais il ne fabrique de spores, jamais il ne produit de lésions. Mais il vit dans tous les tissus, y compris les graines, et donc il est héréditaire. Et ce qu'ont involontairement sélectionné les Américains, c'est un champignon plus toxique. Puisqu'il est héréditaire, ces traits sont devenus des traits de la plante finalement. Et ils ont sélectionné la plante qui poussait le mieux, en sélectionnant en fait la plante dont le champignon était le plus toxique. Alors c'est un désastre qui récapitule les erreurs que l'on peut faire si on ne prend pas un grand organisme comme un habitat à plus petits organismes, mais qui nous montre très bien la protection. Et j'aimerais terminer sur une protection qui est un peu différente, parce que cela ne va pas être contre un agent biologique, mais contre un agent physique. Pour le coup, ce sera le pendant de ce qu'on a vu dans la racine tout à l'heure. Il y a aussi des protections physiques. Je vous emmène à Yellowstone, où pousse dans les sols hydrothermaux, entre les fumerolles, une petite poacée, le Dicanthélium, l'Anuginosum. Ce Dicanthélium est très endophyté, comme on dit, c'est-à-dire qu'il est très habité par des champignons du genre Curvularia.
Et certains ont eu la curiosité de priver la plante de son curvularia. Elle pousse très bien, sauf que elle pousse très bien dans des sols entretenus à 40 degrés, avec ou sans curvularia, elle pousse. Si vous poussez le thermostat un peu plus haut, là, la plante se développe beaucoup plus mal, elle ne se développe pratiquement pas à 45 degrés. Sauf s'il y a du champignon. Et le champignon, lui, ne pousse pas au-dessus de 35 degrés quand il est seul. Comme quoi, en s'adossant l'un à l'autre, on arrive à faire des prouesses, comme vivre à des températures qu'aucun des deux séparément ne sait gérer. En plus, dans ce cas-là, il semblerait que la résistance à la température du couple soit conférée par un virus qui infecte le curvularia. Donc il y a aussi un virus dans l'histoire, ça nous rappelle que les virus, on n'a pas beaucoup d'histoires à raconter parce qu'on les étudie peu chez les plantes, mais ils sont sans doute aussi parmi les bonnes nouvelles pour certains d'entre eux, pour certaines plantes. Et j'aimerais terminer en termes de protection par quelque chose que vous avez vu sans le voir, qui est que tous les arbres de nos régions ont une protection liée à des acariens qui sont attirés par des touffes de poils qui sont à l'aisselle des nervures. Sortez la loupe, vous verrez ces touffes de poils, vous verrez surtout les acariens en question, qui dans ces touffes de poils à l'aisselle des nervures, muent, s'accouplent, pondent et se protègent. Et quand ils sortent manger, il ne s'agit pas d'acariens phytophages, quand ils sortent manger, quand ils sortent de ces petites touffes qu'on appelle des domaties, et qui sont communes une fois de plus sur les arbres des régions tempérées, quelle que soit leur famille, c'est une évolution puissamment convergente, et bien quand ils sortent, et ils vont tout simplement, c'est ce qu'est en train de faire ce petit acarien, là ils vont manger des germinations de champignons ou d'autres acariens, en fait ils protègent la feuille. C'est protection dans les domaties contre protection de la feuille. Et ça c'est une symbiose, une coexistence à bénéfice réciproque qui est très commune autour de nous et que nous ne voyons pas alors que nous pourrions la voir tous les jours. Une fois de plus, vous repérez, même quand ce sont des animaux, l'extrême discrétion des alliés de la plante. Voilà une expérience où on a rajouté des domaties à du coton, parce que le coton est une plante tropicale qui n'en a pas. Donc en gros, quand les feuilles apparaissent, on met des touffes de coton sous les feuilles. Ça attire les acariens et vous voyez qu'au bilan, cette plante fera 12% de fruits en plus. C'est tout ce qu'elle économise grâce à la protection des acariens. Alors pourquoi ensuite, dans les régions tropicales, ça n'a pas émergé? Et pourquoi justement le cotonnier n'en a pas? C'est une autre histoire. Vous remarquez que là, on a installé les domaties. La plante n'a pas eu à les installer, donc vous avez le bénéfice brut, pas le bénéfice net. Et sans doute le bénéfice net, dans les écosystèmes ou villes cotonniers, il n'est pas si net que ça. Il n'est pas si positif que ça. Mais enfin, le bilan est là, c'est qu'effectivement, il y a une protection de la plante qui est opérée par des petits auxiliaires. Et souvent, quand on tape sur la tête des méchants, quand on met un acaricide sur un arbre malade d'acariens phytopathogènes, ou quand on met des fongicides sur des feuilles qui sont protégées par des champignons, eh bien on fait un travail qui soigne à court terme et qui fragilise à long terme. Il soigne à court terme, c'est sûr, mais à long terme, il fragilise. J'aimerais maintenant vous montrer une autre idée importante, qui est que le métabolisme de la plante, il est construit par des microbes. Et je voudrais d'abord aller au cœur du métabolisme de la plante, en vous rappelant que les plantes sont de couleur verte, en général. Et cette couleur verte, elle est liée à la présence de chlorophylle qui n'est pas n'importe où dans les cellules. Alors certains me doivent rigoler parce qu'ils me voient arriver avec des très gros sabots. C'est une histoire qui maintenant est assez connue. Le vert dans les cellules, c'est la chlorophylle qui capte l'énergie lumineuse et la met au service de la photosynthèse. Et cette photosynthèse et cette chlorophylle se trouvent localisées dans des corpuscules de la cellule qu'on voit très bien ici, qui sont les chloroplastes, qui sont en fait l'usine photosynthétique de la cellule, le lieu de la photosynthèse qui convertit donc le CO2 en sucre, grâce à l'énergie de la lumière. Eh bien, aujourd'hui, ces corpuscules, qu'on a longtemps pris pour des morceaux de la cellule, ce qu'ils sont, on sait que historiquement, c'était des bactéries. Et d'ailleurs, ce sont toujours des bactéries, car elles contiennent toujours un ADN, toujours un génome, qui est un génome très semblable à celui de bactéries qu'on appelle les cyanobactéries. Et ces cyanobactéries, vous les connaissez très bien. Elles sont d'une grande banalité, parce que pour le coup, dans le paysage, la patine éventuellement dotée de pissures, la patine grisâtre de la roche, c'est souvent des cyanobactéries libres qui s'installent là. Tandis que d'autres sont installés dans les cellules des végétaux et colorent le reste du paysage en vert. Nos paysages rocailleux et végétaux sont en fait des paysages cyanobactériens quant à la couleur. Certaines de ces cyanobactéries donc, ont colonisé ou ont été domestiquées
qui c'est qui a pris la main, qui a fait le premier pas. Vous savez, dans les histoires à deux, c'est toujours difficile à reconstituer après coup. En tout cas, pour le coup, maintenant, certaines cyanobactéries vivent dans les cellules et elles y réalisent la photosynthèse. L'ensemble des chloroplastes et des plastes d'ailleurs des algues proches des plantes, évolutivement, a un ancêtre commun qui se trouve au sein de la grande diversification des cyanobactéries. Donc, la photosynthèse, les plantes l'ont attrapée comme d'autres attrapent la petite vérole ou une gonorrhagie. Hein. C'est une bactérie. C'est une bactérie qu'ont attrapé les plantes. Là, ça se passe bien. Et pour le coup, donc, quelque chose d'aussi essentiel que la couleur des plantes ou l'autotrophie, c'est aussi une propriété de bactéries, des bactéries qui sont dans les cellules, qui sont transmises de génération en génération et qui ont fait des plantes ce qu'elles sont. Je voudrais maintenant vous montrer deux exemples où d'autres aspects du métabolisme sont retravaillés par les microbes. Je voudrais par exemple vous montrer ces menthes ici, les menthes poivrées qui sont utilisées pour produire de l'arôme de menthe naturel. Les menthes peuvent être colonisées au niveau de leurs feuilles par un Lecitophora. Et quand elles sont colonisées, elles poussent bien mieux que quand elles ne sont pas colonisées. Ça a été utilisé par l'industrie, et il y a des inoculations qui sont faites notamment en Italie. Car une particularité des menthes colonisées, c'est d'avoir beaucoup plus de glandes, des petites glandes sur les feuilles, qui sont des glandes qui contiennent justement les composés aromatiques. Voilà, en fonction de la position de la feuille sur la tige, le nombre de glandes sans le champignon. C'est donc ces individus-là. Et quand maintenant on compare avec des individus avec champignons, vous avez ici le surcroît de nombre de glandes qui s'ajoutent en présence de Lecitophora. Inutile de vous dire que pour l'extraction aromatique, vous avez plus que doublé la quantité de composants intéressants pour l'industrie à extraire. Et puis une dernière chose, pour parler de l'odeur des fleurs et revenir à l'exposé de ce matin sur la pollinisation, eh bien l'odeur des fleurs, pour le coup, c'est quelque chose qu'on connaît bien dans le cas du sureau, puisqu'on en fait même des jus de fruits, des sirops ou encore d'ailleurs des vins. Eh bien, une expérience a été réalisée par des scientifiques assez récemment qui se sont amusés à traiter avec des antibiotiques des fleurs de sureau. Alors là, vous avez le témoin qui émet des terpènes odorants. Et vous voyez que l'émission, elle est assez élevée, puis elle chute avec l'âge. Maintenant, les fleurs traitées. Au début, elles émettent une grande quantité de terpènes, et après le traitement, elles en émettent 3 fois moins. En fait, elles accumulent des précurseurs de ces terpènes volatiles, et il semblerait que l'étape de volatilisation de l'arôme soit réalisée par des bactéries colonisant les feuilles. Vous voyez qu'en fait, les microbes se sont introduits dans toutes les grandes fonctions, puisque là c'est la reproduction, et au cœur du métabolisme. On a envie de dire que la plante n'est rien sans microbes, mais ce serait oublier qu'elle est rien sans tout ce qui l'entoure. Je vous emmène pour terminer en Corse, dans une forêt qui est un petit peu ennuyeuse pour le botaniste, puisque en gros, il y a là des arbousiers et des chênes verts. Donc c'est pas hyper varié. Hein. C'est là qu'avec un thésard qui est maintenant professeur à l'université de Montpellier, Franck Richard, on avait ramassé des racines et on avait essayé pour toutes les racines qu'on avait ramassées, qu'il avait ramassées, il avait essayé de trouver grâce à un petit morceau d'ADN les champignons qui colonisaient ces racines. Et ce que Franck avait trouvé, c'est que l'endroit était un petit peu moins rébarbatif pour le mycologue, puisqu'il avait trouvé plus de 500 espèces de champignons sur les racines, détectées par leur ADN, parce que la morphologie ne nous renseigne pas trop, dont, en fait, la plupart sont à la fois capables de coloniser le chêne vert et l'arbousier. Ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que vous voyez que la plupart en fait, des champignons sont partagés. Et aujourd'hui, on a tendance à prendre la symbiose mycorhizienne non pas pour une interaction plante-champignon, mais chaque plante est associée à 10 à 500 espèces de champignons, qui eux-mêmes, par leurs filaments dans le sol, sont chacun associés éventuellement à plusieurs plantes. Et parfois, vous l'avez vu, d'espèces différentes. Et donc, l'idée, c'est que ça fait des réseaux. Et ces réseaux sont plus... Alors, on en a beaucoup parlé dans la littérature de vulgarisation, mais on a peut-être fait parler plus les travaux scientifiques qu'on aurait dû. Néanmoins, ces réseaux ils existent bel et bien parce que des plantes se sont spécialisées pour les utiliser. Je vous parle quelques instants d'une orchidée sur laquelle j'ai commencé mon travail de recherche quand j'étais à Paris dans les années 2000. C'est la Néocyllie d'oiseau, une orchidée non chlorophyllienne, dont les racines sont en fait densément colonisées de champignons. Ce sont des mycorhizes. Et la question est de savoir quels champignons
y a-t-il dans les racines de cette plante, sachant que c'est à peu près son seul contact avec autre chose, et donc que c'est de là que vient la nourriture. Ces champignons ne sont pas cultivables, et donc on ne les connaissait pas, mais avec de l'ADN, on peut toujours trouver qui est là. Et ce que j'ai trouvé au début de ma carrière, c'est que c'était des champignons du groupe des sébastinales. J'ai même pas osé vous écrire le nom. Parce qu'en plus, à l'époque, c'était des champignons dont on ne savait pas ce qu'ils faisaient dans la vie, c'est-à-dire qu'on ne savait pas quelle était leur écologie, en dehors de traîner dans les racines d'orchidées non chlorophylliennes, comme l'année aussi. Ce que j'ai trouvé, c'est que les mêmes champignons formaient des mycorhizes sur les racines d'arbres, des ectomycorhizes autour. Et non seulement, c'est ce que j'ai traduit par la couleur, on a les mêmes espèces, mais on a les mêmes individus. C'est-à-dire que sur les parties de l'ADN qui changent d'un individu à l'autre, on retrouvait les mêmes individus sur les racines d'arbres autour et sur les racines de nez aussi. Et en fait, ce qui a été ensuite montré par d'autres expériences que je vais vous épargner vu l'heure, en réalité, le champignon se nourrit par ses ectomycorhizes sur l'arbre et cède une partie de ce qu'il a gagné sur l'arbre aux orchidées, auxquelles il amène non seulement l'eau et les sels minéraux, mais également du carbone. Alors on peut s'interroger, on n'a pas la réponse à savoir si le champignon est parasité par la plante ou non, mais ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer que ce réseau existe bel et bien, puisqu'il a permis à certaines plantes d'évoluer en utilisant ce réseau et finalement en perdant la photosynthèse. Alors vous allez me dire, ces plantes non chlorophylliennes, comme le Monotropsus pin, comme la néocyde de nos régions, sont assez anecdotiques. Si vous allez sous les tropiques et qu'en forêt tropicale vous cherchez des gentianacées ou des burmagnacées, ou des géosiridacées, vous allez commencer à en trouver partout en forêt tropicale. C'est vraiment très commun là-bas. C'est vrai que chez nous, bon, c'est un peu rare. Mais ce que nos travaux, parce que là je vous parle de choses qu'on a découvert donc avec mon équipe, d'abord à Montpellier puis à Paris, ce qu'on a découvert, c'est qu'il y avait des plantes vertes, proches évolutivement de plantes non vertes ou non, qui, bien qu'étant vertes, étaient capables de s'adapter au faible éclairement forestier en complétant leur photosynthèse, qui évidemment en forêt n'est pas très efficace puisqu'elles sont un peu à l'ombre. En complétant cette photosynthèse, grâce à leurs champignons mycorhiziens, dont elles retirent du carbone que ces champignons ont eux-mêmes été cherchés sur les arbres voisins. En fait, les plantes non chlorophylliennes, comme la néocyde dont je vous ai parlé, sont un état paroxystique de quelque chose qui existe aussi chez certaines plantes de sous-bois forestiers, qui sont capables de compléter leur photosynthèse en utilisant le réseau mycorhizien. Alors, je vais vous passer les expériences compliquées qu'on a faites et qu'on n'a pas fini de faire, mais je voudrais juste vous montrer une preuve qui est vraiment une preuve qui est juste jolie. Voilà. Ça, c'est la céphalanthère de Damas. Et vous remarquez que la photo est tronquée un peu comme ces gens qui mettent une photo sur leur profil Facebook où ils sont pas mal, mais il y avait leur petit copain d'alors et c'est plus lui, donc il tronque. Ok, alors, on voit juste un bras éventuellement. Bon, eh bien écoutez, là il manque en fait la plus belle partie de l'image. Cette orchidée-là, elle pousse sur un rhizome souterrain et elle repousse toute l'année. Celle-là repousse tous les ans une tige blanche. Et pendant 12 ans, l'orchidée voisine, elle, a produit à peu près tous les ans une tige sans chlorophylle. Et vous voyez que cette tige complètement sans chlorophylle ici, et on peut mesurer, il n'y a pas de chlorophylle, enfin, il y a 100 fois moins de chlorophylle que là, elle a été blanche tous les ans. C'est pas juste qu'une année elle s'est payé le luxe de vivre sur ses réserves. Non, non, pendant 12 ans elle a été blanche. Ça existe chez beaucoup d'orchidées, plus rarement chez certaines pyrroles. Vous avez ici Epipactis purpurata, qui est chlorophyllienne. Alors, c'est chlorophylien, mais il y a un pigment rose qui se mélange, alors ça donne une couleur un peu pourpre. Et la voilà, sans chlorophylle. Et là, vous vous apercevez qu'en fait, elle est rose. Bon. C'est joli, hein? Alors, c'est assez rare, mais pour le coup, ça nous montre que certaines plantes sont mixotrophes, c'est-à-dire qu'elles mélangent, elles mélangent leur photosynthèse et la capacité à exploiter le réseau qui les relie aux plantes alentours. Et là encore, c'est des champignons ectomycorhiziens. Dans certains épipactis, par exemple, c'est des truffes qui font le travail, mais pas que. Finalement, vous voyez qu'il y a vraiment un réseau. Souvent, les gens parlent d'holobionte. Vous savez, cette idée que quand on a un organisme comme l'homme ou le chêne, il faut prendre aussi en compte tous les microbes qu'il contient. Vous allez voir que l'holobionte ici est une parfaite approximation. L'holobionte ici, pour cette plante, ce serait de considérer la plante et les champignons auxquels elle est associée. Mais ces champignons sont associés à d'autres plantes qui contribuent à les nourrir. Et de fait, ça peut indirectement profiter aux autres plantes, comme la plante focale ici, qui sont liées aux mêmes champignons. Vous y êtes?
Et c'est d'ailleurs comme ça que certaines plantes se mettent à dériver vers l'utilisation des plantes voisines par le biais des champignons. Donc quelque part, vous ne pouvez pas comprendre ce que font les partenaires de la plante sans comprendre qu'ils sont liés à d'autres plantes qui les nourrissent aussi. Mais ces plantes, elles sont liées à d'autres champignons. Ah oui, et ces champignons, ils sont liés à d'autres plantes. En fait, vous avez un très grand réseau. Alors je ne suis pas en train de vous parler du grand tout, mais ce que je veux dire, parce que ces organismes ont des logiques de reproduction indépendantes, des intérêts qui peuvent être conflictuels par moment. Je ne suis pas sûr qu'avoir une néocynide d'oiseau dans ses papates soit une bonne nouvelle pour un arbre, mais bon, en fait on n'en sait rien parce qu'on n'a jamais mesuré l'effet. Mais le fait est là, c'est qu'en fait il faut voir la nature comme un réseau d'interactions. Et il faut cesser de croire qu'il y a des organismes. Ce n'est qu'une vision de l'esprit. Cette vision de l'esprit est extrêmement pernicieuse parce que si vous pensez que la plante est un organisme, vous lui donnez des engrais, vous nettoyez les maladies qu'elle a, et elle pousse très bien. Sauf qu'à la fin de la journée, ceux qui consomment cette plante et qui sont quelque part en interaction avec elle, vous et moi, ont des résidus de pesticides, sauf qu'à la fin de la journée, une partie des engrais sont partis dans la nappe phréatique et font proliférer des algues, et oui, qui sont finalement en interaction avec ce que vous avez fait. Oui. Et puis vous vous êtes privé éventuellement des protections de cette plante. Enfin, quelque part, notre agriculture conventionnelle, elle a été efficace dans sa façon de voir la plante comme un organisme. Et elle a été inefficace dans le fait qu'on n'a pas considéré que la plante était au cœur d'un réseau d'interaction. Et il est temps de remettre l'interaction au cœur du vivant. Ce sera d'ailleurs aussi bon pour nos sociétés qui ont tendance à oublier que chaque geste a des conséquences sur ce qui nous entoure et que par exemple un geste de consommation a des conséquences sur un agriculteur dans un écosystème qu'on ne voit pas. Par exemple un agriculteur breton qui va se pendre parce que le lait n'est pas assez cher vendu. C'est ça. Donc il est temps de recréer du lien, non seulement entre les organismes, non seulement pour comprendre et gérer mieux les écosystèmes, mais aussi pour se conduire mieux. Car des fois, avec notre carte bleue, nous sommes des criminels. Simplement parce que nous ne voyons pas le réseau, qui est un réseau d'interaction dans lequel, in fine, il y a aussi des hommes. Donc oui, alors je le fais philosophique, mais je vais vous le faire juste biologique pour terminer. En fait, la plante, elle est au cœur de tout un tas de réseaux d'interaction. Ce matin, j'ai oublié le prénom de quelqu'un, c'était Audrey qui nous parlait d'un autre réseau, pour le coup, c'était le réseau de pollinisation, voilà. Il y a des clones d'acariens, soit protecteurs, soit pas protecteurs, qui sont partagés ou non entre des plantes voisines. Alors là, il n'y a pas de lien physique, mais quelque part, ce que les unes ont entretenu a pu coloniser les autres après. Il y a des partages de colonies de bactéries, par exemple sur les racines. Bref, en fait, la plante, elle est dans plusieurs autres réseaux que le simple réseau mycorhizien. Le réseau mycorhizien est peut-être celui où les conséquences sont les plus tranchées et tangibles, mais en réalité, le monde, il est fait d'interactions et il est temps de réaliser qu'il n'est pas fait d'organismes. La plante n'y fait pas exception. Et j'espère que maintenant, vous voyez tous ces réseaux mycorhiziens. Alors il y en a deux, il y a le réseau endo et le réseau ectomycorhizien. Bon, il y a Orange et SFR, quoi. Mais j'espère que vous voyez les réseaux, j'espère que vous voyez les bactéries photosynthétiques, les cyanobactéries au fond des plantes. Vous sentez peut-être cet endymion là. Je ne sais pas si ça sent bon d'ailleurs l'endymion, mais si ça sent, je pense qu'il y a des bactéries qui font ça. Évidemment, les parties aériennes et les feuilles sont bourrées. Enfin, c'est des écosystèmes microbiens. 100 millions de bactéries par gramme de feuilles. Enfin, vous les voyez les microbes maintenant? Oui, parce que leur produit, c'est la plante. Et c'est ça que je voulais vous raconter. Je vous remercie de votre attention. C'est bon là? Voilà, je disais qu'on avait annoncé une perspective assez décoiffante, et ben, elle est assez décoiffante. Alors donc, place aux questions maintenant, aux commentaires, aux interrogations. Merci. Personne n'a encore trouvé l'acarien qui va bien pour que les viticulteurs bio n'aient pas besoin de traiter contre certains champignons et tout ça, qu'ils ont le droit, même en bio. Voilà, vous comprenez que le cuivre n'est pas l'ami de ces acariens-là. Il y a des acariens sur la vigne, absolument. Bon, la vigne vit normal, son habitat normal, c'est la ripisylve, c'est la forêt riveraine méditerranéenne, et elle grimpe dans les canopées. Donc c'est une plante ligneuse dont les feuilles mélangées à celles des arbres sont tout à fait à même d'abriter et d'être colonisées par ces acariens. Et il y a notamment pour la vigne les fameux typhlodromes, qui sont des acariens protecteurs de la vigne. On compte qu'à partir, alors ça s'appelle comme ça, d'une unité mobile par feuille, en gros vous comptez un acarien par feuille, vous avez un effet protecteur à partir d'une unité mobile par feuille, en moyenne.
Et les anciens le savaient, qui ramenaient, mais il n'y a pas que les anciens, il y a des plus jeunes, et puis je crois que c'est même disponible à ma connaissance dans le commerce maintenant, hein, les typhlodromes. Mais les anciens, dans la vallée du Rhône, certains m'ont raconté que quand dans la vigne, on ne les voyait pas, ils ramenaient des branches coupées d'autres vignes, d'autres vignobles, hein, où il y avait des acariens qui jetaient par terre. Et les acariens, bien sûr, quittaient la feuille mourante et passaient sur les... Voilà, donc il y avait des gestes, historiquement, d'inoculation de ces typhlodromes. Et ça reprend maintenant, puisque c'est un moyen de lutte biologique. Je ne crois pas dire de bêtises, j'ai entendu dire que ça se trouve dans le commerce. Mais vous comprenez que, évidemment, le traitement au sulfate de cuivre, c'est pas idéal pour ces bêtes-là, parce que c'est aussi toxique pour elles. Et on retrouve ce problème qui est que pour redévelopper ces couches protectrices biologiques, il va falloir nuancer nos traitements. Et quand je dis nuancer, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des années, je vois très bien ce qui s'est passé avec le mildiou, là personne n'avait de réponse. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des années où il ne faut pas utiliser les pesticides. Je dis juste que c'est comme les antibiotiques, ce n'est pas automatique. Ça ne peut pas être récurrent. En tout cas, à terme, ça ne pourra pas être récurrent. Mais j'exclus pas, par contre, le recours en cas de catastrophe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est encore une étape à laquelle on n'est pas mûr. Vous voyez, dans le cahier des charges d'agriculture biologique, par exemple, c'est pas possible. Bon, à mon avis, il faudra qu'on pense à ça comme solution de sauvetage, mais in extremis, bien sûr. Alors, c'est très compliqué. Il y a une très bonne revue de Lionel Ranjard et de son équipe sur le cuivre. Le cuivre, jusqu'à 4 kg hectare an, il n'y a pas trop d'effet. Parce que dans les sols, en fait, quand le cuivre arrive, au début il rôde, alors là il peut tuer tout ce qui passe, mais très rapidement il est capté par la matière organique ou les argiles. Et il s'immobilise. Un peu comme le calcium, vous savez, était immobilisé sur une de mes diapositives en précipitant sous forme d'oxalate de calcium. Et sous cette forme-là, il n'est plus mobile. Du coup, on connaît des sols qui contiennent 2 tonnes de cuivre par hectare et qui sont parfaitement vivants, il n'y a rien à dire. Par contre, si vous en mettez beaucoup, vous allez avoir cette forme transitoire libre qui va être en grande quantité, et là, vous allez tuer votre sol. Et puis aussi, il faut réaliser une chose, c'est qu'après, ces sols, quand vous allez cultiver des plantes dont les racines acidifient le sol, par exemple, qui ne sont pas des plantes d'arboriculture ou de viticulture, vous allez pouvoir relâcher le cuivre. Et donc, en fait, vous créez un sol dans lequel vous ne pourrez plus faire que des cultures dont les racines ne déstabilisent pas les complexes qui ont immobilisé le cuivre. Donc, ça veut dire que le cuivre n'est pas une solution parfaite. On est dans le moins pire. Et puis bon, voilà, pour l'instant, on n'a pas mieux. Donc. Moi, je ne suis pas en train de dire, je ne fais pas l'éloge du cul, pour reprendre le titre d'un petit opuscule que Serralini a diffusé sur Internet. Il y a beaucoup d'études pour le moment qui se font sur le cuivre, qui sont aussi largement on va dire, subventionnées par justement les fabricants de pesticides. Hein, c'est le principe des fabricants de doute. Les pesticides pour le moment sont mis en cause. Donc on agite le cuivre pour faire oublier le reste. Ça, c'est la version de Pierre-Henri Gouillon. Je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je préfère me prendre une bouffée de cuivre dans la gueule qu'une bouffée de glyphosate. On est d'accord. Bon, hein. Non, voilà. Non, mais effectivement, il y a le cuivre, il est agité, il n'est pas bon. Il n'est pas bon, mais il est agité comme épouvantail contre ceux qui l'utilisent. Mais les alternatives au cuivre, à ma connaissance, ne sont pas meilleures. Hein. Et de toute façon, bon, il ne faut pas le supprimer, ce cuivre, avant d'avoir trouvé une alternative. C'est aussi vrai pour le glyphosate. Hein. Il faut offrir à nos agriculteurs une alternative. Et c'est vrai que la recherche traîne un peu de ce point de vue-là, faute de moyens. Bon, alors donc on a une question qui vient ici et ensuite là-bas. Vas-y. Ah pardon, je n'avais pas vu. Dans le cas du frêne, qui est affecté par la calarose, on nous dit que c'est un champignon microscopique. Alors, est-ce que c'est le champignon qui détruit son système racinaire, puisque quand il s'écroule, il ne reste qu'un moignon, et on ne trouve plus de traces de racines? Oui, je vais vous faire un aveu, je ne connais pas bien la modalité d'action de la calarose du frêne, hein, mais j'ai envie de vous raconter autre chose du coup. Mais je crois effectivement que c'est quelque chose qui détruit les parties vivantes. Mais ce que je ne suis pas sûr, c'est qu'il n'y a pas aussi des destructions aériennes. Bref, je ne sais pas. Voilà, c'est fait.
Par contre, ce que nous raconte la Calarose du Frêne, c'est quelque chose qui malheureusement est problématique pour la forêt française actuellement, c'est que ça a été introduit en Pologne avec des frênes de Mandchourie, qui, eux, vivent avec la Calarose du Frêne depuis des décennies, donc en fait il y a une sélection qui s'est faite, et il ne reste que des individus résistants, ou qui en tout cas ne meurent pas violemment de la Calarose. On a introduit des plants, alors c'est vrai que si on a introduit des graines désinfectées, on ne se serait peut-être pas pris les pieds dans le tapis, qui ont introduit la maladie, une maladie qui décime donc les frênes, à ce point que l'ONF a dit qu'il fallait plus planter de frênes. Par chance, le changement climatique n'est pas bon pour la Calarose, c'est-à-dire que dans le sud de la France, il fait trop chaud l'été, le champignon meurt. Donc il y a des chances quand même qu'on garde des frênes dans le sud, là où il fait chaud. Bon, enfin, si on peut dire que c'est une chance d'avoir un changement climatique. Mais donc c'est quelque chose qui, en tout cas dans le nord de la France, est en train de tuer tous les frênes, qui nous raconte qu'il ne faut pas introduire d'espèces exotiques inconsidérément. Or aujourd'hui, dans les plans, dans les listes d'espèces subventionnées à la replantation, notamment dans le grand plan de relance, qui sont des listes régionales, qui sont faites en ne considérant pas l'avis du tout, l'avis des CBN ou l'avis des spécialistes, qui pourtant s'expriment sur la question, on a des listes de trucs aberrants. Et ça, c'est un grand scandale. La Société botanique de France est en train de préparer un livre blanc à ce propos. C'est un grand scandale. On nous impose plus de 68 espèces sur ces listes qui sont connues pour être déjà invasives quelque part en France ou quelque part en Europe. Oui. Je rappelle que c'est 38 milliards d'euros par an en Europe, le manque à gagner et le prix de la lutte contre les espèces invasives. 38 milliards d'euros, dont 25% pour les méthodes de lutte. Et donc nos impôts servent à introduire des trucs que demain nos impôts serviront à extirper. Pourquoi ? Parce qu'à court terme, certains pensent que ça pousse bien. Alors moi je veux bien, mais c'est juste que les parasites de ces trucs-là ne sont pas encore arrivés. Rappelez-vous le milieu de la patate. Alors je ne sais pas si vous n'étiez peut-être pas tous nés, mais les plus vieux d'entre nous se souviennent du milieu de la patate en 1845. Hein. On a eu faim. Hein. Bon, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en plus, c'est un truc qui aurait équilibre. Et puis quand vous regardez les cartes climatiques prévues et les zones de croissance de ces espèces qu'on introduit prévues, en plus, il n'y a pas d'attente. Enfin, la plupart du temps, c'est pas prévu qu'elles poussent chez nous. Et puis en plus, on introduit des espèces inflammables, comme l'eucalyptus, qui est sur ces listes, qui est surtout ce qu'il ne faut pas introduire quand on a des étés secs. Donc il y a un truc qui est en train de se passer là qui est très grave. C'est une bombe de maladie. C'est quelque chose qui va nous faire planter des forêts qui, ça se trouve, ne marcheront pas, et ça va nous coûter cher. Voilà. Je ne savais pas la réponse à la question, mais ça, par contre, c'est grave. Non, mais c'est encore un des moments où la vigilance citoyenne est attendue. C'était pour les bonnes nouvelles. Question suivante. La bonne nouvelle, c'est qu'on l'a repéré avant que ce soit... Voilà, il est encore temps de se battre, mais il va falloir donner de la voix. Je suis désolé, ça, je sais pas. Merci. J'avais une question concernant les systèmes mycorhiziens protecteurs des cultures au niveau du sous-sol. Qu'est-ce que vous pensez de l'humus forestier fermenté qui a pour objectif de cultiver du coup des bactéries, des levures, des champignons du sol et de les réintroduire sur des zones proches de prélèvement de ces souches sur les cultures pour favoriser leur protection? Alors, je suis désolé, je ne sais pas si vous êtes tenant ou non de cette pratique, mais si vous l'êtes, vous n'avez pas aimé ma réponse. La première chose, c'est que cette pratique n'a pas fait l'objet d'évaluation qui est la rigueur de l'évaluation. Alors, même si des fois c'est peut-être un peu manipulé à la truelle, mais il n'y a pas eu le même effort d'étude de l'impact de ça qu'on a sur l'impact d'ajouter de l'azote sur une culture, l'impact de traiter au glyphosate. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de travaux de recherche qui permettent de répondre là-dessus. Et du coup, moi, je n'ai rien à dire sur des travaux publiés, et maintenant, je m'aventure dans la prédiction. Donc là, c'est une discussion de comptoir maintenant, ce n'est pas une discussion scientifique, puisqu'il n'y a pas de données scientifiques derrière ça. Et je vais vous dire, vous avez vu que les champignons mycorhiziens des arbres ne sont pas ceux, et de nos arbres forestiers, ne sont pas ceux de nos cultures. Si vous lisez mon bouquin sur le sol, vous verrez que la dynamique des humus n'est pas du tout la même. D'ailleurs, vous savez très bien que quand vous marchez après la pluie dans une pâture ou dans une culture, vous avez de la boue plein les souliers. Si vous allez marcher en forêt, il y a les feuilles de hêtre, les aiguilles de pin, et vous pouvez marcher en souliers, il n'y a pas de problème. Ce sera propre. Ce n'est pas la même dynamique de décomposition parce qu'il y a beaucoup plus de tanins. Donc, on est sur des dynamiques de la matière organique et des protagonistes qui sont
différent. D'ailleurs, pour la décomposition, en forêt, quand vous sentez la litière, ça sent le champignon, c'est plutôt des champignons. D'ailleurs, pour bien prendre leur marque, ils tuent les bactéries en acidifiant l'humus, qui est souvent plus acide. Alors que si vous allez dans une prairie, ça sent le sol sent la terre, qui est l'odeur de bactéries. La terre, hein, l'odeur de terre, c'est la géosmine, c'est une odeur de bactéries. Donc, on est sur des logiques microbiologiques qui sont différentes, et c'est lié, pour des raisons complexes que je ne vais pas détailler parce que ma réponse est déjà longue, à des matières organiques différentes et des taux de fertilité différents. Ce sont des logiques qui n'ont rien à voir. Alors, autant il est vrai que nos pratiques agricoles ont appauvri en matière organique les sols, parce qu'on laboure, donc ça aère, donc les microbes respirent plus, parce qu'on récolte sans remettre, comme autrefois, de fumier, donc ça c'est sûr, on l'a dit ce matin, il va falloir remettre de la matière organique, autant je ne suis pas sûr que ce soit la matière organique forestière, ni que les microbes forestiers soient de bons inspirants pour la microflore, pour le microbiote si vous préférez, pour les micro-organismes qu'on veut dans un sol agricole. Et je vais compléter ça en insistant lourdement là-dessus. Le faire quelques fois, pourquoi pas? Je ne suis pas en train de dire que ça rate. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais il va falloir distinguer impérativement entre quelques applications. Vous voyez, quand un enfant se conduit mal, c'est bon de le choquer par rapport à ce qu'il a fait et qu'il ne faut pas qu'il refasse. Je ne suis pas en train de le tabasser. Mais une tape violente sur la main, ça peut marquer les esprits. Ça les marquera d'autant plus que vous ne le faites pas souvent. Mais le but, ce n'est pas de lui foutre des torgnoles tous les jours. Donc, il faudra bien distinguer dans l'évaluation de ces pratiques qui, pour l'instant, paraissent bizarres par rapport aux logiques fonctionnelles et aux organismes qui sont présents, et puis aux molécules, les tanins, il va bien falloir distinguer un effet transitoire d'un apport momentané et les effets d'un apport régulier. La dernière chose que je voudrais vous dire, c'est que quand vous retirez sa litière à la forêt, vous lui retirez son peu d'espoir de fertilité. Et il faut aussi penser à la forêt. Il faut bien faire attention à ne pas retirer trop la litière de forêt. On l'a fait historiquement au Moyen-Âge, on récoltait les litières, soit pour en faire de la litière pour les animaux, soit même pour leur faire manger. D'ailleurs, on les faisait aussi pâturer dans les forêts. Et on pense aujourd'hui que la richesse des sols forestiers qui nous restent a été fortement réduite au Moyen-Âge par le fait que les bestioles se nourrissaient là-dedans, on extrayait les feuilles, tous les déchets retournaient dans les écosystèmes agricoles, et la forêt devenait une sorte de source nette d'azote et de phosphate. Ça, il faut y penser aussi. Donc pour moi, j'attends les résultats et pour l'instant, je n'ai pas de prédiction forte que ce soit vertueux. Ok. Une question encore, peut-être une ou deux. Oui. Non, c'est le monsieur qui était derrière, je crois. Non, non, ok, c'est vous, ça marche. Bonjour. Du coup, moi j'avais une question concernant le glyphosate, donc vous en avez un tout petit peu parlé. C'est une question qui a tendance à pas mal polariser le débat public. J'entendais encore Mélenchon il y a quelques jours dire que lui élu, il demanderait la suppression immédiate du glyphosate le plus vite possible. Et ma question du coup c'est si la solution pour remplacer le glyphosate c'est travailler le sol, du point de vue bactérien, des mycorhizes, etc., quel est le mieux quoi? Non, le labour du sol n'est pas une option parce que le sol n'a jamais été labouré. Bon, il est remué par des vers de terre, on est d'accord, il est remué à la limite par des taupes, mais enfin, le labour c'est quand même autre chose. Et puis le labour, ça laisse un sol nu qui est sujet à l'érosion. Le gros problème du labour, c'est que c'est 10 à 100 fois plus d'érosion. Bon. Donc le labour, tel qu'il est pratiqué aujourd'hui, n'est pas une option, parce qu'on est en train de perdre nos sols. Bien. Le glyphosate n'est pas une option non plus, parce qu'il est toxique pour les spores des champignons endomycorhiziens et il est toxique pour les vers de terre. Et je vous rappelle qu'on a nourri l'Europe avant le glyphosate. Ça, il faut quand même s'en souvenir. Alors là, pour le coup, toute blague mise à part, il y en a qui s'en souviennent, qui étaient nés avant. Hein. Bon. Donc, non, mais il faut quand même s'en souvenir. Alors, je ne dis pas qu'il faut sortir tout de suite du glyphosate, parce qu'il y a aussi un contexte de compétition pour la vente des produits, etc. etc. Mais je pense, moi, que le glyphosate n'est pas une option. Je n'ai jugé ici que sa toxicité sur les sols, dont je peux être juge pour avoir lu les publications, et je ne suis pas rentré dans l'autre grande controverse, qui est celle de l'été, en fait, avec cet avis européen comme quoi c'est pas dangereux pour l'homme. L'autre grande question qui est celle de savoir à quel point le glyphosate est dangereux pour ceux qui l'appliquent. Du coup, est-ce que là, je sais pas. L'impact sur la vie du sol, en fait. Je suis pas médecin, j'ai lu comme vous que toutes les études scientifiques avaient été retirées du jeu de données. Et j'ai trouvé ça bizarre. J'aimerais vraiment qu'on m'explique pourquoi. Et on avait donc gardé que les données des industriels. Alors, donc des notices techniques, des choses comme ça. Alors, moi, je ne peux pas juger de cette question-là.
je pense que c'est encore un débat qui est pourri par les tenants du bleu, comme par les tenants du rouge, comme par les tenants du vert. Ça, c'est le problème de ces moments où il y a une polarisation et où chacun génère ses travaux scientifiques comme il veut. Hein. Et ça, bon. En revanche, sur le sol, les obscurs travaux de collègues peu connus qui avaient peu de gloire à retirer de ça, qui ont publié sur la mort des cocons de vers de terre ou sur la mort des champignons mycorhiziens après traitement glyphosate, là, bon, j'ai tendance à y croire. Et le vrai problème, c'est de trouver les itinéraires techniques qui permettront de faire à la fois sans pesticides, donc c'est le bio, et sans abîmer le sol. Ça, c'est l'agriculture sous couvert. Rappelez-vous que l'agriculture sous couvert, elle est née avec les herbicides. Ça naît en Angleterre des années 50 avec les premiers herbicides. Comment s'appelle-t-il? C'est pas le Fermicat ou quelque chose comme ça? Alors, son nom m'échappe à l'instant. Parce qu'on a la possibilité, avec l'herbicide, de tuer la culture intermédiaire quand on sème la culture objectif. Paraquat. Paraquat, ouais. Il y avait 4, mais c'était quelque chose par là, mais... Paraquat. Paraquat. Bon, c'est QU, effectivement. On a un écotoxicologue ici. Ah bon, bah donc, alors merci de cette précision. Donc, paraquat. Diquat, paraquat. Répétez. Diquat, paraquat. Alors, le truc, c'est que donc... c'est avec ça qu'est née l'agriculture sous couvert. Et donc, en fait, on a deux options qui résolvent une partie des problèmes de santé par rapport aux utilisateurs, aux consommateurs, l'agriculture bio, des problèmes de qualité, de durabilité des sols, c'est l'agriculture sous couvert, et le Graal, c'est la convergence des deux. On me dit des fois aujourd'hui qu'on ne peut pas, alors ça, c'est pas vrai, parce que j'ai vu des gens qui font les deux, mais le problème, c'est qu'ils le font à un endroit, et est-ce que ça, c'est exportable? C'est là qu'on a besoin de travaux comme j'évoquais tout à l'heure, des travaux où il y ait de multiples exploitations et où on fasse l'inventaire de où ça marche, où ça ne marche pas. Mais c'est le Graal, ça. Il y a un prolongement de l'agriculture sous couvert. Nous, on l'a ici, puisqu'il y a pas mal d'agriculteurs maintenant qui s'y mettent en agriculture de conservation. C'est que le couvert au sol permanent favorise les populations de rongeurs. Et donc de campagnols des champs dans ce cas-là, et des zones où il n'y avait jamais eu de population de campagnols, elles arrivent. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'il y aura à maîtriser. Et forcément pas par le chimique non plus si possible. Et ça va être compliqué aussi ça. Mais bon, c'est normal. Ça, je veux dire, on arrive dans des systèmes qui sont complexes techniquement. Mais c'est vrai, c'est intéressant ce que tu dis parce que ces solutions que l'on applique maintenant, elles résolvent certains problèmes, mais elles vont en créer d'autres. Voilà. Et il faut comprendre que le système, c'est une évolution permanente. C'est pas une transition qu'il nous faut. C'est une vigilance permanente. Vous savez, au début du labour, il n'y avait pas grand-chose qui repoussait. Hein. Au début, ça a été sans doute super efficace pour bousiller les mauvaises herbes. Sauf que ça a sélectionné des plantes qui ont une biologie toute particulière et qui d'ailleurs est une biologie, je ne sais pas où est-ce qu'elles étaient avant, hein, pas commode. C'est-à-dire que leurs graines sont extrêmement longévives, d'accord, et elles germent à la lumière. Et donc ces graines-là, quand elles sont enfouies par le labour, puis de temps à autre, elles reviennent à la lumière. C'est la raison pour laquelle il y a des explosions de coquelicots certaines années. C'est quand le labour ramène des graines qui ont été enfouies 10, 20, 40, 50 ans avant. Donc quelque part, je pense que moi, le labour au début a été super pour le désherbage et puis ça a juste introduit des plantes non désirées par l'agriculteur, même si par ailleurs on pourrait essayer de les voir plus positivement ponctuellement, mais ça a sélectionné des plantes qui vont avec le labour. Et donc le risque, c'est effectivement que les ennuis à venir dans les nouvelles pratiques agricoles vont venir, et ils viendront d'autant plus que ces pratiques agricoles couvriront de grandes surfaces, c'est-à-dire donneront des opportunités de sélectionner ces organismes-là grandes, et puis une connectivité entre les zones où ça se pratique qui fait que ces espèces indésirables se propageront. Vous y êtes? Mais ça viendra à un moment. Je veux dire, 10% de bio, les ennuis ne sont pas là. Quand on aura 10% de conventionnel dans 90% de bio, là, on aura une énorme surface soumise aux mêmes pratiques et des connectivités entre les zones soumises à ces pratiques. Et là, les ennuis, les ch'touilles, elles viendront. Et donc, il faudra s'adapter. Une dernière question, éventuellement? Oui. Pendant qu'elle vient, j'ai fait une petite tribune pour Sciences et Vie là, qui va paraître avec le prochain numéro, où je fustige un petit peu, gentiment, parce que je pense que c'est important, la transition. Mais je fustige les transitions qui nous laissent supposer qu'il n'y a qu'à passer dans un autre état, puis ça marchera. Ça nous rappelle la fin de l'histoire. Hein, quand le mur de Berlin est tombé, il y a un obscur philosophe historique qui a écrit que l'histoire était terminée. L'évolution, c'est jamais terminé. Et en fait, c'est pas la transition qu'il faut, c'est l'évolution permanente. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu des SDHI? J'en sais ce que vous savez sans doute, c'est que les SDHI sont des inhibiteurs donc, d'un des petits composants des mitochondries chez les champignons. Et les champignons sont les champignons du groupe des eumycètes, qui contient la plupart des champignons que je vous ai montrés,
nos cèpes, nos girolles, les oïdiums, les blancs, les rouilles. Bon. Or, ce groupe de champignons-là, c'est ce qui est le plus proche de l'espèce humaine dans l'évolution. Et donc souvent, nous avons retenu des traits de l'ancêtre commun et ce qui touche les champignons nous touche. C'est ce qui fait qu'il est très difficile de soigner les mycoses. C'est qu'en fait, on a très peu de molécules qui sont toxiques pour les champignons sans être toxiques pour nous. C'est plus simple avec une bactérie avec laquelle l'ancêtre commun est plus ancien. Et donc, nous avons changé tous les deux depuis l'ancêtre commun, de telle sorte que nous nous ressemblons peu. Avec les champignons, nous nous ressemblons plus. Alors, vous me direz que j'ai pas une gueule de cèpe, mais en fait, biochimiquement, si. Et donc, il s'avère que les inhibiteurs des succinate déshydrogénase, succinate déshydrogénase inhibitors, sont un peu toxiques pour l'homme. Et il y a un combat qui commence, qui est de nouveau une guerre de tranchées où on va mettre du temps à séparer les informations correctes, où il y a des gens qui disent non, c'est pas grave, d'ailleurs j'en bois tous les jours au petit déjeuner, et d'autres qui balancent à des souris des doses qui ressemblent absolument, enfin qui ressemblent à en boire au petit déjeuner tous les jours, et les souris meurent. Et donc, si vous voulez, on retombe dans un débat qui est polarisé, où on va avoir du mal à trier le bon grain de livret. Ça, c'est dramatique. Parce qu'aujourd'hui, la science ne peut pas travailler sereinement. Si ça m'est permis par rapport aux marchands de doute, une chose importante, c'est que si les scientifiques étaient payés, eux, sur leur salaire, alors c'est un rêve, parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, on n'a pas de fric dans les caisses, mais s'ils étaient payés très largement, et s'ils avaient les moyens de leur recherche, très largement, ils n'iraient pas les chercher là où ils sont payés largement et où ils ont très largement des moyens, ils n'iraient pas les chercher dans le privé. Il y a peu de gens qui ont envie de se faire forcer la main en recherche. Et souvent, c'est juste parce que c'est le meilleur moyen d'avoir des moyens. Si tu me permets, le temps qu'on passe à aller chercher de l'argent, justement, c'est toujours autant qu'on ne passe pas dans les comités d'homologation qui associent les industriels et qui, eux, ont infiltré ces comités-là. Normalement, sur les phytotoxiques, enfin les phytopharmaceutiques, c'est le cas. Pratiquement tous les chercheurs, enfin beaucoup de chercheurs, énormément de chercheurs sont partis, qui existaient dans les années 30-40, et bien sûr, ça a été réinvesti par des lobbies et des gens qui acceptaient de faire le boulot, finalement, alors que nous, on n'avait pas le temps. En tout cas, il y a des gens de l'INRA qui ont lancé l'alerte sur ces SDHI, et moi j'ai tendance à penser que les résultats qui montrent méritent vraiment qu'on se penche dessus. Mais on ne fera jamais d'omelette sans casser deux. De toute façon, on ne peut pas faire un geste sur un écosystème sans que ça ait une conséquence. La preuve, c'est qu'on le fait parce que ça va avoir une conséquence. Bon. Donc la question, c'est est-ce que c'est acceptable ou pas? C'est ça la question. J'ai l'impression que sur la santé humaine, les SDHI, quand même, c'est un peu inquiétant. En tout cas, ça mérite de s'y pencher sereinement. Bon, alors on va se laisser un temps. Un petit chiffre, on le fera à la pause. Un tout petit chiffre, que c'est assez amusant. Je ne suis pas spécialiste des plantes, mais je ne l'ai pas entendu de la part des conférenciers. C'est la place de la plante et du microbe, justement, sur la biosphère. C'est des chiffres qu'il faut garder en tête. 82% de la biomasse terrestre, c'est des plantes, et 17%, c'est des microbes. Alors 82 et 17, il nous reste 1% pour ce qui est non-plantes et non-microbien. Et c'est nous, ça. Et donc c'est quand même le monde qu'on a découvert à travers Marc-André, mais aussi Marc Dufumier. C'est ce monde-là, en fait, c'est l'essentiel de la biosphère, quelque part. Hein. Alors ce 17%, il est très controversé, parce qu'il oui. y a des estimations qui donnent encore moins aux microbes, qui étaient parues dans PNAS là, il y a 2-3 ans. C'est PNAS Baron, le chiffre là que j'ai. Ah bon, d'accord, c'est celui-là. Bah, j'avais dit que c'était à 10%. Les microbiologistes, eux, évidemment, ils ont fait des estimations où ils sont à 90%. J'ai sommé bactéries, archées et champignons, tout dans les microbes. Mais je peux vous donner des chiffres pour les sols. Dans un hectare de sol, vous avez alors, standard de chez nous, qu'est-ce que c'est qu'un sol standard? Je ne sais pas. Hein, mais bon, en moyenne, vous avez 3,5 tonnes de bactéries. Donc ça vous fait... vous avez 1,5 tonne de champignons. Ça fait 5 tonnes par hectare. Dans le sol, ça fait l'équivalent de 100 moutons. Voilà. Vous avez 5 tonnes de racines, 100 moutons encore, et 1,5 tonne d'animaux. Mais là, c'est raisonné en kilos. Après, si vous raisonnez en diversité de fonctionnement, de toute façon, les microbes, ils ont gagné parce qu'ils ont des diversités de fonctionnement et donc des diversités de contributions aux mécanismes écologiques qui sont d'un ordre de grandeur au moins supérieur. Parfait. Bon, on va rester sur cette conclusion et puis rien n'empêche d'en discuter pendant la pause, hein, près du café. Merci.